Bonjour à tous et bienvenue au Café des Antigones. Je suis Isolde Turan et j'ai avec moi aujourd'hui Anne. Anne, bonsoir. Et donc bonsoir à tous, bienvenue sur cette seconde émission consacrée aux familles. Vous pouvez retrouver notre précédente émission sur notre YouTube, le Café des Antigones, ainsi que d'autres publications sur ce sujet sur notre site internet lesantigones.fr. J'en profite pour remercier nos donateurs, ceux qui donnent sur le compte Tipeee ou notre compte PayPal. Merci à tous. Ils nous permettent d'enregistrer ces émissions de manière calme et détendue, et puis aussi de pouvoir donner différentes conférences. Donc la première émission concernait un petit peu l'état des lieux concernant la famille, avec les différentes attaques gouvernementales à ce sujet, et nous avons pu voir que ces attaques portent un coup à l'ensemble de la société, puisque les familles sont la première cellule du politique, et donc en fragilisant les familles, on fragilise le socle premier de la société. Donc évidemment, je vous invite à l'écouter avant de passer justement aux modalités, à nos propositions concernant cette thématique et ce sujet. Eh bien, nous allons démarrer. Alors, quel est le premier chantier à réaliser pour rendre une autonomie, une responsabilité et des libertés à nos familles ? Donc vraiment, la priorité de toute politique familiale cohérente doit nécessairement être le mariage. Ça ne signifie pas qu'il faille aller condamner tout ce qui se fait d'autre. Les gens doivent rester libres de leurs choix personnels, de leurs choix amoureux et de leurs choix familiaux. Par contre, toutes les autres formes d'association que peuvent représenter le pacte ou le mariage homosexuel doivent rester à leur place, c'est-à-dire à leur place de contractualisation d'un lien amoureux qui relève en fait tout simplement de l'ordre privé et qui ne concerne pas le politique. La liberté des choix de chacun, c'est une évidence, ok, mais ces choix, ils peuvent pas être, on ne peut pas leur donner les mêmes avantages qu'au mariage traditionnel d'un homme et d'une femme. Pourquoi ? Parce que, on l'a dit déjà, je le redis parce que c'est important, parce que c'est ce mariage d'un homme et d'une femme qui est la garantie de la pérennité et de la stabilité de la société, en ce qu'elle est le prolongement de la donnée naturelle que représente la sexuation humaine. Un objectif politique réel serait que le divorce redevienne une exception malheureuse qui est justifiée par une situation exceptionnelle et pas juste une formalité lambda à base de 50% des couples qui y ont recours, en fait. Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup le mariage comme étant l'ode à l'amour. Tu as eu l'occasion notamment d'écrire un article pour Crisis. On vous invite évidemment à retrouver. Aujourd'hui, on met l'amour partout et nulle part finalement. Et le mariage, ça n'est pas l'amour à proprement parler. Non, c'est très bien qu'il y ait de l'amour dans le mariage, c'est la cerise sur le gâteau, ça permet une bonne entente, c'est un facteur de stabilité, c'est un facteur de longévité, mais ce n'est pas la base du mariage. La base du mariage, c'est tout simplement la différence des sexes, en fait, en tant qu'elle est potentiellement féconde. C'est le fait qu'un homme et une femme, potentiellement, quand ils se rencontrent, ça donne un enfant, en fait. Et du coup, le mariage existe pour que ce soit pas justement un enfant à chaque rencontre par-ci par-là et que cet enfant ait des repères stables et notamment aussi un pourvoyeur pour assurer sa survie et sa croissance à la fois biologique et sociale et psychologique de la manière la plus stable possible, quoi. Oui, parce qu'on rappelle, le petit homme est néotène, c'est-à-dire qu'il n'est pas comme le petit poussin, il se lève pas, il casse pas sa coquille pour aller se nourrir seul, en fait. Donc l'homme est un animal social, il a besoin de ce cocon, en fait. Et la famille, c'est le premier cocon. Il ne s'agit pas d'aller interdire des choses, encore une fois, il s'agit de remettre à sa place le mariage, c'est-à-dire au-dessus du reste. Et ça se fait aussi à travers tout le dispositif de peine et châtiment. Et c'est là où tout manquement, toute violence, maltraitance au sein du couple ou de la famille devrait être assorti de peines extrêmement sévères qui punissent autant donc l'atteinte à la personne, la rupture de confiance, mais aussi la fragilisation de l'institution aux yeux du reste de la société. C'est extrêmement important. Et effectivement, nous, c'est aussi à ce titre-là, et pas seulement un titre des violences faites aux femmes, que les violences conjugales ont toujours été un sujet de préoccupation sur lesquels on avait beaucoup écrit. Parce que c'est aussi une attaque à l'ordre social et c'est pas juste une histoire personnelle entre un homme et une femme. C'est là où on ne peut pas mettre dans le même sac des violences conjugales, d'ailleurs, entre un couple qui se contente de concubiner
et un couple qui est marié, dans la mesure où ça n'a pas le même impact politique. En réalité, c'est pas que la victime souffre moins, hein. Il est hors de question d'aller penser quelque chose comme ça. Par contre, ça n'a pas le même impact politique à l'échelle de la société. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est là où il faut vraiment faire une distinction et que des notions comme le terme de féminicide qui met dans le même sac des choses parfois très proches, hein, comme justement la violence envers un conjoint marié ou non marié, et des choses qui sont extrêmement différentes comme de la violence conjugale et le harcèlement de rue ou des choses comme ça. Voilà. Il y a tout un pendant plus pratico-pratique, hein, pour revaloriser le mariage, qui serait de l'assortir d'un certain nombre d'avantages, et notamment d'avantages fiscaux, économiques, etc., pour renforcer donc la solidarité du couple, permettre à un des conjoints de ne pas travailler, par exemple, de manière à assurer la stabilité du foyer, et si les enfants arrivent, l'éducation des enfants. C'est quelque chose qui est beaucoup fait dans certains pays de l'Est qui ont des politiques très natalistes. Et là, je distinguerais quand même certaines politiques qui sont purement natalistes. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe le mode, le type d'union, les aides sont assorties au nombre d'enfants et à la taille de la famille, on va dire. Ce genre de politique nataliste a tendance à avoir des effets certes positifs sur la natalité, mais pas forcément sur la stabilité de la société, et clairement pas sur le maintien du mariage traditionnel. Ça a été le cas en Russie, où ils avaient annoncé une grande politique en faveur de la natalité et du mariage traditionnel. Et en fait, comme les aides qui étaient proposées étaient simplement assorties au xème enfant par femme, etc., ça n'a pas forcément favorisé le mariage traditionnel en tant que tel, puisque en fait, ni les solidarités familiales, puisque par exemple, certaines aides étaient utilisées par les couples pour arrêter d'habiter avec leurs ascendants, leurs parents, etc. Donc plutôt dans une perspective de délitement en fait, des solidarités familiales, parce qu'il y a des problèmes de logement, il y a une situation particulière autour de ça en Russie. Mais je compare ça au modèle notamment hongrois, qui a assorti un certain nombre d'aides aux enfants et un certain nombre d'autres aides aux familles. Et là, ça fait une différence réelle qui a tendance à réellement favoriser le mariage et la stabilité du mariage. Donc il y a quelque chose d'important à penser ici dans une politique familiale un peu concrète, qui serait de pas simplement d'avoir des types d'aides différentes en fonction de leur portée symbolique, c'est-à-dire certaines associées aux familles qui ont un statut marital, etc., et d'autres associées tout simplement au fait au poids que représente l'éducation d'un enfant et au service que ça rend à la société. Oui, alors après, c'est sûr que ça, c'est possible uniquement quand on va avoir un mariage indissoluble. Évidemment, parce que sinon on se marie, on se démarie et tout se passe bien. Donc là, ce qu'on évoque notamment sur un cadre de primauté du mariage, ça n'est possible que justement si on a un mariage indissoluble avec un véritable engagement de la part des époux, avec évidemment, lors de cas très spécifiques et de cas marginaux, le cas limite, évidemment qu'on n'oublie pas d'une éventuelle dissolution, mais que dans un cadre très strict, pour justement conférer une vraie stabilité et promouvoir quelque chose de stable et de politique. Et encore une fois, il ne s'agit pas non plus d'aller punir les uns ou les autres pour leur choix, c'est-à-dire que nous, ce qu'on avait proposé donc à travers plus des conférences privées, c'était des systèmes en fait de soutien aux familles, différents niveaux de systèmes de soutien aux familles, avec certaines aides comme les allocations familiales qui restent associées simplement à la présence d'un enfant, peu importe quelle est la situation maritale des parents. C'est-à-dire que les allocations familiales, normalement, sont associées, sont une forme de soutien de la société pour le service rendu qui est d'éduquer la génération de demain. La génération de demain qui est en fait la raison même de l'existence de la société. S'il n'y a pas de génération, il n'y a pas de société. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est pas qu'une question de payer les retraites. Ça, c'était quelque chose que j'avais entendu quand j'avais croisé une personne d'un certain âge qui m'avait dit « Oh, formidable, vous faites des enfants pour notre retraite ». Non, mais en fait, on fait des enfants parce qu'on fait société et que demain est possible. Le principe de l'homme animal social et politique, c'est l'idée qu'il y a un demain, sinon on fait rien. Et le demain, c'est pas la retraite des vieux. Donc voilà,
Je signalais ça quand même. Bah, à ce titre-là, justement, les allocations familiales ne peuvent pas, ne doivent pas, c'est vraiment un gros sujet symbolique sur lequel se battre, être conditionnées au revenu. C'est quelque chose où, quand on rentre dans une logique comptable, il y a de plus en plus de gens qui se disent que, en fait, les allocations familiales sont en fait une aide pour les familles en difficulté, et du coup, on peut les associer à de l'assistanat, etc., etc. Non, en fait, c'est simplement une rétribution de la société pour le coût que toi tu donnes quand tu fais des enfants, en énergie, en temps, en tranche de vie, etc. Et ça paraît effectivement bien maigre par rapport à ça. Et encore une fois, c'est pas faire des enfants n'est pas une lubie personnelle, etc. On peut choisir de pas en avoir, mais en fait la règle biologique, physiologique, c'est que les gens en ont. C'est-à-dire qu'en fait le choix n'est pas d'en avoir, le choix est de ne pas en avoir si on décide de se priver de ça. C'est-à-dire qu'en avoir est tout à fait naturel. Ensuite, on peut faire le choix de ne pas en avoir pour X raisons qu'on n'a pas à juger ici. Mais l'ordre naturel des choses, c'est que les couples ont des enfants et que ça perpétue la société, tout simplement. Voilà, et moi, je vais revenir un petit peu sur ma petite lubie, qui est la question du salaire maternel. Moi, j'y suis particulièrement défavorable. Pourquoi ? Parce que, pour les mêmes raisons, en fait, un enfant ne vaut pas une rétribution. On ne peut pas être payé par l'État pour élever un enfant. L'État ne salarie pas une femme pour faire un enfant. C'est absolument contre-productif. Et ça ne peut pas être fait ni d'un point de vue symbolique, ni d'un point de vue politique, ni d'un point de vue... Enfin, sous aucun angle, en fait. En fait, une société peut exister sans État, mais une société ne peut pas exister sans enfants. Je prends l'exemple de la Belgique, qui a eu quand même des problèmes de mobilité gouvernementale pendant un temps. Et en fait, ça tenait, pourquoi ? Parce qu'il y a une royauté qui incarne en fait la nation, le pays, et du coup l'État était quand même sérieusement dysfonctionnel puisqu'il y avait succession de gouvernement, et ça n'a pas implosé non plus. C'est-à-dire qu'on peut fonctionner selon des ordres politiques, je dirais quasiment politiciens, très différents. On ne peut pas fonctionner sans la génération suivante. Voilà, et on ne peut pas être rétribué pour faire des enfants parce que ça n'a absolument aucun sens. Et que ça mène à des dérives totalitaires qui sont quand même graves dans la mesure où du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en étant mère, on est fonctionnaire d'État ou je ne sais quoi, et que du coup l'État a un droit de regard encore plus délirant qu'à l'heure actuelle sur le moindre de nos choix, quoi. Sur les bons services. Est-ce qu'on a été une bonne maman ou pas ? Est-ce qu'on a le droit au congé payé ou pas ? Ah, puis c'est une invitation à l'eugénisme dans ce cas-là, parce que si on accouche d'un enfant qui est quand même disgracieux et difforme du point de vue des critères étatiques, peut-être qu'il a le droit de nous aider à le faire sauter. Oui, parce que c'est une charge. Ça se fait en Chine, hein, ça se fait en Chine. Voilà, les avortements forcés, c'est quand même un truc voilà, bien, et parce bien que justement, on rebascule la question de la charge. C'est-à-dire qu'un enfant est à charge de la société. Non, et l'enfant est à la charge des parents. Voilà. La société peut donner une aide, participer, etc. pour la reconnaissance justement de ce que ça va représenter pour demain. Mais voilà, quand on dit oui, ces enfants handicapés sont des charges, voilà, non, c'est pas comme ça que ça doit être vu parce que y a pas de poids social à l'enfance en fait. Et c'est là où justement, en fait, ces allocations familiales sont tout simplement une forme de regard sur l'État, sur le coût de la vie, l'État, la sécurité matérielle des familles, pour donner en gros un coup de pouce. Et puis c'est une forme de remerciement symbolique. Mais c'est pour ça qu'elles ne peuvent être conditionnées qu'à l'appartenance nationale. Et par contre, ça c'est important qu'elles le soient. Voilà. Et ce minimum de soutien aux familles on pourrait tout à fait penser des systèmes attenants qui seraient associés à d'autres situations. Je m'explique. C'est-à-dire que les allocations familiales, c'est associé à un enfant, à son existence. Donc, ça va être la personne qui assure sa tutelle, qui va recevoir cette allocation pour exercer son autorité, la mère, le père, pour peu qu'il y ait une situation un peu exceptionnelle, voilà. La grand-mère, le voilà, tuteur, qu'importe. Et des aides supplémentaires pourraient tout à fait bénéficier aux familles dont les parents sont mariés. Et là, il y a quand même des choses à reprendre, je pense, dans le modèle hongrois d'aide financière et matérielle aux familles, où il y a des prêts donc conséquents qui sont accordés sans garantie aux couples qui se marient pour garantir leur installation dans les meilleures conditions possibles, etc. Pourquoi les conditionner au mariage et pas à autre chose ? Parce que effectivement, le but du mariage, c'est d'assurer aux enfants potentiels un foyer stable, etc. Donc ces prêts ou ces aides pour l'achat, par exemple, d'un véhicule ou en fait toutes ces aides en fait chez les Hongrois sont associées au logement, au transport essentiellement et dans une certaine mesure, il me semble, l'éducation, mais ça, il faudrait que ce soit corrigé. Et
ça permet voilà, que le fait d'accueillir un nouvel enfant pour le couple reste un choix libre, et ça permet d'assurer justement, de garantir matériellement cette sécurité, cette stabilité qui est censée offrir le couple marié aux enfants. Oui, parce que du coup, les parents deviennent en fait des contractuels indissociables en fait, et donc ils sont deux pour faire face, d'où la raison aussi de faciliter, parce qu'on sait que normalement l'union ne devrait pas se dissoudre. Voilà, on part de ce principe-là, on part de la règle et pas de l'exception, et donc c'est censé favoriser cette stabilité. Ça donne aussi un certain avantage au mariage, mais auquel on réfléchit 2 minutes, parce qu'effectivement, en cas de séparation, un certain nombre de ces aides tombent. Je vois concrètement que ça peut être extrêmement compliqué d'un point de vue pratique d'aller accorder ce genre d'aide à des couples qui ne seraient pas mariés, dans la mesure où je vois par exemple pas mal de commerces, moi il y a plusieurs commerces dans mon petit patelin qui ont fermé pour cause de divorce, alors que les affaires étaient florissantes. Il y a un autre cas où la boulangerie s'est même pas montée parce qu'en fait, le couple se lançait dans une affaire à 2 alors qu'ils étaient ensemble depuis à peine 3 ans et que ça a capoté avec justement les difficultés qu'impliquait l'achat, quoi. Alors, après, il y a aussi un autre cas, il va y avoir aussi la question des familles en difficulté qu'on a dissociées, donc, parce que là, on a vu les cas généraux avec le couple marié, l'allocation aux enfants sans condition de revenu, et après, il y avait plutôt tout ce qui va être de la question des aides, justement, où là, on a un besoin de l'État, où là, les parents sont déficients, soit en termes fiscaux, soit en termes financiers, soit en termes... voilà, de capacité éducative, etc. Et quand on dit déficience, c'est pas forcément une tare, c'est-à-dire que nous, l'idée qu'on proposait, c'était que ces aides justement exceptionnelles puissent être accessibles, d'abord dans un premier temps de manière extrêmement temporaire, avec une aide exceptionnelle en cas par exemple de perte d'emploi ou des situations de vie qui arrivent, tout simplement parce que une famille avec des enfants en bas âge, etc., mais pas seulement en bas âge d'ailleurs, ne peut pas réduire son train de vie de manière totalement radicale du jour au lendemain, ne peut pas changer de logement comme ça dans les 3 minutes, etc. C'est pas la même situation qu'un célibataire. Donc, pour permettre voilà, d'assurer la transition, et ça peut être aussi des dispositifs d'aide à l'emploi, ça peut être beaucoup d'aides aussi pratico-pratiques comme ça. Dans le cas, par exemple, du décès d'un conjoint, il peut y avoir des aides exceptionnelles qui doivent être a priori limitées dans le temps parce que ces situations, justement, ont vocation à se résoudre et parce que le but politique devrait être de redonner son autonomie à la famille. Et dans le cas, par contre, de maintien de cette situation sur le long terme, et dans le cas surtout de manquement grave aux responsabilités familiales, maltraitance, etc., là, on pourrait entrer dans le cadre dans lequel on est actuellement, avec une réelle tutelle de l'État qui a un droit de regard sur à peu près tout ce qu'on fait en tant que parent, qu'éducateur et dans le cadre du couple. Tout à fait, c'est-à-dire avec, là, pour le coup, un calendrier vaccinal qui doit être vérifié parce qu'effectivement, les parents ne sont plus en mesure de garantir la tout simplement des rendez-vous médicaux pour vérifier que l'enfant va bien, qu'il est encore vivant. Etc. Ou même une obligation d'instruction spécifique parce que ses parents ne sont pas en mesure, soit temporairement, soit définitivement, d'instruire leur enfant, etc. Et là, on passe à un régime finalement presque de tutelle de ces familles qui sont dites définitivement en situation difficile. Le but est quand même de restaurer toujours une autonomie des familles et une situation normale du point de vue de la norme qu'on a exposée un peu plus haut. Et là, aujourd'hui, on est dans le cas complètement inverse parce que les gens qui sont par exemple au RSA, au revenu de solidarité active, en fait, ils y sont coincés. C'est-à-dire que quand ils touchent les allocations, ça leur coûte moins cher que quand ils vont travailler. Ça, c'est une réalité. Et c'est aussi, ce qu'on dit, est totalement à géométrie inverse du revenu universel, en fait. Parce que ça, c'est des propositions qu'on entend beaucoup chez nous par une perspective finalement très chrétienne, de se dire que on va garantir le minimum à tout à chacun, etc. Sauf que l'aspect pervers de tout ça, c'est qu'on se retrouve en fait avec des gens complètement sous tutelle, avec un État qui a le droit de regard sur ce qu'on fait finalement de cet argent qui est donné, pas gracieusement, mais pas loin. Et donc là, nous, on est plutôt dans une logique tout à fait inverse de ce régime universel. On est dans l'idée que les familles pourvoient, les familles sont responsables, les familles font les choses, et quand elles n'y arrivent pas, elles passent
elles demandent de l'aide, et quand cette aide n'est pas suffisante, eh bien là, effectivement, on peut avoir des organismes plus spécifiques qui rentrent dans la vie de ces familles pour les aider et essayer de leur permettre de retrouver une autonomie. Mais ça peut être sur demande ou ça peut être effectivement quand il y a un cas de maltraitance avérée, parce que, soyons clairs aussi, il ne s'agit certainement pas d'aller rentrer dans la criminalisation ou la pathologisation de choix personnels. C'est-à-dire que des familles qui se retrouvent avec un divorce, une famille recomposée, pour X raisons que, encore une fois, on n'a pas à juger, eh bien, si elles se débrouillent toutes seules pour élever leurs enfants en toute liberté et dans le plein exercice de la responsabilité et que les enfants vont bien, l'État n'a pas à intervenir. De même, dans une famille monoparentale, pour X raisons, si tout se passe bien, personne n'a à intervenir, en fait. L'État n'a à intervenir qu'en cas de manquement grave et avéré. Ou de demande. Ou de demande, évidemment. C'est-à-dire qu'effectivement, une famille monoparentale où là, ça commence à être compliqué d'assumer financièrement, devrait pouvoir avoir accès justement à des solutions particulières. Un dernier point sur lequel on va peut-être réinsister avant de clore cette émission, c'est cette question de la liberté et de la responsabilité parentale. On en a parlé, donc on ne va peut-être pas détailler tout ce qu'on a dit, c'est redonner évidemment le plein exercice de leur liberté éducative aux parents dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'instruction, et puis aussi dans le domaine tout simplement du couple, avec la répartition des tâches ménagères, des congés parentaux, la liberté dans les modes de grossesse, d'accouchement, etc. etc. Vraiment, la mission de l'État, c'est d'abord de préserver la liberté de choix des familles dans tous les domaines. Voilà, donc ça c'est une reconquête qu'on peut faire dès maintenant en investissant chacun des domaines qui nous tiennent à cœur ou qui nous sont propres. Ça va être, une loi n'est pas une fatalité, surtout à l'heure actuelle, continuer à militer en faveur de l'instruction en famille, au retour au régime de simple déclaration et pas d'autorisation. Ça peut être redonner leur liberté au père et à la mère de prendre les congés parentaux comme ils le souhaitent. Ça peut être aussi la défense de la liberté d'accoucher à la maison, même quand nous, on ne fait pas ce choix-là. Ça peut être le choix des méthodes éducatives, où le débat est légitime, mais ce n'est pas un débat légal. Voilà, il y a énormément de domaines dans lesquels on peut se battre, et puis on peut aussi proposer avec des choses comme le chèque scolaire, avec le fait de mieux rémunérer aussi les congés parentaux avec un système qui permettrait que le coût pèse moins sur les entreprises. C'est aux politiques de soutenir ceux qui assurent sa pérennité, c'est pas aux petites TPE, PME qui se retrouvent avec des trous de trésorerie de dingue au moindre congé maternité. Oui, alors là, je reviens juste sur le chèque scolaire. Le chèque scolaire, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée, en fait, que, étant donné qu'on subventionne l'instruction via l'État dans nos impôts, eh bien, au lieu de proposer l'école publique et de devoir repayer après une école privée ou même d'instruire en famille chez soi, eh bien, l'idée, c'est que chaque parent a un chèque en blanc et que ce chèque puisse être encaissé par l'établissement du choix des parents. Ou éventuellement avoir cet argent sous d'autres formes pour pouvoir faire l'instruction à domicile. Donc l'idée, c'est de ne payer qu'une seule fois l'école, quel que soit le choix éducatif. Donc c'est l'idée d'un chèque scolaire. Après, tu évoquais aussi la question de ces congés parentaux au poids des entreprises. On le rappelle aujourd'hui, pour les petites et moyennes entreprises, les congés parentaux coûtent cher, très cher, et du coup il y a une pression sur notamment les mamans, parce que c'est quand même plus les mamans qui le prennent, mais pas que. Avec la répartition égalitaire, voilà. Ça pèse aussi sur les pères. Maintenant c'est une classe d'âge entière qui est pénalisée. Voilà, donc tout à fait, toute une classe d'âge est pénalisée, et on a surtout ces petites et moyennes entreprises qui assument finalement le poids de la génération, alors que c'est pas du tout à elles de le faire, puisque elles font partie du corps civil, certes, mais pas que. Voilà, donc les familles et les intermédiaires de la société civile payent le prix fort de la génération, alors qu'on vient de le dire, la génération, c'est la condition sine qua non de l'existence d'une société. Effectivement, et il y a alors là, on va dire, j'ouvre sur une question un petit peu plus un point de détail. C'est le gouvernement hongrois a aussi créé un congé grand-parental. Je me demandais dans quelle mesure ça pouvait être intéressant aussi d'avoir des congés de garde d'enfants un peu plus élargis, alors grand-parental pas forcément. Enfin, il y a quelque chose à penser autour de ça pour favoriser les solidarités familiales, tout simplement.
Au-delà de la génération. Oui, parce qu'il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas abordé, et là je reviens sur cette question du congé grand-parental, c'est qu'on a toujours une perception moderne, très moderne, de la cellule familiale comme étant un père, une mère et les enfants, et même nous, dans notre perception moderne, nous avons abordé cette question familiale sous cet angle-là. Nous vous rappelons quand même que la famille, c'est un peu plus large et que parfois, effectivement, d'autres personnes prennent le relais de la génération, alors même que l'enfant n'est pas sorti de leur ventre, qu'il s'agisse des parents, des oncles, des tantes. Et aujourd'hui, on a une famille très nucléaire, très seule, très isolée. Et ça n'est pas souhaitable. Ouais, de fait, hein, ça me rappelle une lecture très intéressante qui était Christopher Larche, Les femmes et la vie ordinaire, qui disait, mais en fait, les suffragettes n'ont pu exister que parce qu'il y avait un système de relais, en fait, il y avait énormément de femmes à la maison, et puis qu'il y avait elles-mêmes des bonnes, et puis qu'il y avait voilà, tout un réseau de soutien féminin qui ont permis à ces femmes-là de s'impliquer dans la cité. Il donne l'exemple donc aux États-Unis d'institutions caritatives, d'institutions indispensables au bon fonctionnement de la société en fait, qui ont été entièrement créées par ces femmes parce que justement ces solidarités leur permettaient à la fois d'assurer réellement l'éducation de leurs enfants et d'assumer ces tâches sociales et politiques. Et de ce point de vue-là, il y a vraiment quelque chose à faire dans l'organisation sociale, c'est-à-dire en favorisant justement déjà la liberté de chacun de s'arrêter de travailler pour les enfants, en favorisant les solidarités aussi locales en termes de garde d'enfants, etc. Je ne sais pas comment c'est légalement possible, on y reviendra sans doute dans une autre émission. Et en favorisant aussi l'entraide entre les générations. Hein. Ça, c'est vraiment des choses qui sont des chantiers qui restent à penser et qui peuvent donner des réels moyens pour les familles de recréer un tissu communautaire stable et d'être vraiment ce qu'on voudrait qu'elle soit, nous, pour la société demain, pour nos enfants, c'est-à-dire une base politique, mais aussi, on l'espère, hein, une base pour l'épanouissement personnel de nos enfants. Oui, parce qu'en fait, il y avait le rapport des 1000 jours qui déplorait finalement la situation des mères qui se retrouvaient seules avec un nouveau-né, etc. et qui proposait justement qu'on crée des solidarités avec la voisine du quartier, etc. pour essayer de soulager. Et des rendez-vous avec plus ou moins des assistantes sociales ou je ne sais trop quoi pour vérifier qu'on n'est pas trop toute seule. En fait, oui, aujourd'hui, les mères sont seules, même si elles ont un époux. Il y a un poids là-dessus que les féministes appellent la charge mentale, qui est indéniable. Mais tant le rapport des 1000 jours que la question finalement de la charge mentale ne se résoudra pas par un psy ou par une assistante sociale, c'est pas vrai. Ni en mettant 50-50 sur le couple, histoire qu'ils soient deux à être seuls en fait. Parce que même les couples où tout se passe bien, où on est deux, c'est pas une famille monoparentale, le rapport des 1000 jours comme d'autres montre à quel point l'accueil des enfants est une charge énorme et représente en fait un isolement social pour beaucoup de couples en réalité. Oui, puis on parle pas aussi de l'isolement social de nos grands-parents et parents pour certains, qui sont seuls dans des EHPAD qu'on n'a même plus les moyens aujourd'hui d'accueillir parce qu'on est tous dans des petites maisons, des petits appartes minuscules et avec un salaire rikiki, donc on peut plus accueillir nos ascendants. Et donc on se retrouve en fait avec que de la tristesse, que de la solitude et que du désolement, alors même qu'en fait tout ça pourrait faire bon ménage à l'ancienne, quoi. Ou très mauvais, hein, on est d'accord, il y a des cas terribles. Mais dans la majorité des cas, je pense que ça pourrait très bien se passer. Si on ne donne pas la possibilité aux gens, on n'a aucune chance que ça se passe bien. Si on donne la possibilité, il peut y avoir des cas où ça se passe bien et des cas où justement on a d'autres, on trouve d'autres relais. Hein. On ne va pas demander à des familles dans lesquelles ça se passe pas bien de cohabiter de force. Mais il peut y avoir aussi des solidarités de voisinage qui se font. Enfin, il y a des choses qui se font très naturellement quand les gens ont la disponibilité, quand ils ne sont pas asservis à leur travail, mais quand ils ont cette disponibilité par rapport à leur famille, par rapport à leur communauté, qu'elle soit géographique, de cœur, d'esprit, etc. etc. Mais tout ça demande un certain nombre de changements pour lesquels nous venons de vous présenter quelques pistes de travail. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie. On va clôturer cette émission-là. Donc, vous l'aurez compris, famille d'abord. Et puis, on vous renvoie effectivement pour le détail de notre travail sur la question à tous les textes qu'on a déjà écrits qui sont présents sur notre site internet lesantigones.fr. Tout notre travail futur sur la question sera également relayé sur notre Facebook, Les Antigones, et sur notre chaîne YouTube. Vous écoutez actuellement cette émission d'ailleurs, et à laquelle nous vous invitons à vous abonner, bien sûr.
Et puis, n'oubliez pas pour la rentrée ou pour les étrennes sur notre PayPal ou notre Tipeee. Et à bientôt pour une nouvelle émission sur le sujet. N'hésitez pas à réagir un peu à nos propositions en commentaire. On prendra le temps qu'il faudra pour vous répondre entre deux obligations familiales, justement. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous.